Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui accompagnée de Manon. On va aborder toutes les deux le sujet du retour en France après une expérience de vie en Australie. C'est le cas pour nous toutes les deux, donc on va être amenés à échanger ensemble sur ce sujet. Manon va témoigner, mais je vais pouvoir aussi apporter mon regard puisque moi aussi je suis rentrée après l'Australie. C'est un sujet qui m'a été demandé, notamment sur Instagram. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de regarder autour de moi qui est-ce qui pourrait aborder ce sujet-là avec moi. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Manon de faire cet épisode avec moi. Donc merci d'être avec moi aujourd'hui. Pour commencer, je vais te laisser te présenter en 3 mots pour que la communauté puisse te découvrir. Bonjour Magali, bonjour à toutes les personnes qui écouteront ce podcast. Je m'appelle Manon, j'ai 31 ans. Je suis originaire du nord de la France, donc comme Magali d'ailleurs, Dunkerque, mais j'ai déménagé donc en Australie où j'y ai passé 3 belles années. Et là, depuis un an, je suis du côté d'Aix-en-Provence. Et donc, pour pouvoir me prêter au jeu des 3 mots, j'y ai réfléchi bien évidemment. Et d'ailleurs, j'ai demandé à mon entourage de m'aider parce que c'est toujours difficile en fait de se juger soi-même. Je me suis rendu compte que j'arrivais pas à mettre 3 mots sur ma personnalité. Donc, j'ai repris les 3 mots qui reviennent le plus souvent. Alors, il y a rigoureuse, et d'ailleurs, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire rigoureuse parce que quand je regarde la définition, je vois que c'est marqué quelqu'un qui fait preuve d'une certaine sévérité. Donc, alors, ils m'ont précisé que c'était au travail, heureusement. Enfin, moi, je suis d'accord aussi dans la vie perso, mais bon, apparemment, eux ne trouvent pas que je suis rigoureuse dans la vie perso, et tant mieux parce que être sévère dans la vie perso, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je suis rigoureuse au travail. Je suis solaire aussi. Ça, j'avoue, je l'aurais dit. Je me trouve solaire. Mais pas pour me la raconter, mais c'est vrai que je m'émerveille un peu de tout et de rien. Pour moi, la vie est très belle et je suis super heureuse de vivre. Donc, je fais rayonner ce bonheur autour de moi, en tout cas, j'espère. Et le troisième mot, c'est contradictoire. Et je suis d'accord. Je sais que depuis mon enfance, mon père me disait toujours que j'avais cet esprit de contradiction. Dès qu'il me disait quelque chose, je voulais directement rentrer en débat avec lui. Je contradisais tout ce qu'il me disait. Et apparemment, c'est toujours le cas avec mon conjoint. Donc voilà les mots qui reviennent fréquemment. Donc c'est rigoureuse, solaire et contradictoire. Merci beaucoup Manon pour ces premiers mots. Avant de parler du retour en France, on fait souvent un retour en arrière pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui t'a poussé à partir à l'étranger. Donc raconte-nous un petit peu le contexte dans lequel tu pars à l'étranger et pourquoi tu choisis l'Australie. En 2012, j'étais en BTS et donc déjà à ce moment-là, il y avait l'Australie qui commençait un peu à pumper dans l'esprit des gens. Il y avait un gars de ma classe qui me disait qu'il aurait bien aimé partir, mais qu'il se sentait pas de partir tout seul. Et moi, à l'époque, je me souviens encore de la phrase que je disais à mes parents, je me vois pas voyager. J'aime trop la France, je suis trop bien avec vous et j'ai pas envie de bouger. Donc c'est vrai que bah, c'est un pays à l'autre bout du monde qui voilà, apparaît comme étant un pays sympa. Mais bon, ça me chauffe pas trop de l'accompagner. En 2013, je rencontre ma meilleure amie. Elle aussi, elle me part de l'Australie. Je me dis, putain, il y a un truc à faire ou quoi? Là, je vois sur Facebook un gars que je connais qui est en Australie et qui semble vivre sa meilleure vie. Donc, je me dis, ok, troisième personne.
peut-être commencer à me pencher sur le sujet quand même parce qu'en parallèle, je commence à chercher un emploi et je me rends compte que l'anglais est toujours demandé et en fait, j'ai, beaucoup de mal avec l'anglais à ce moment-là. En parallèle, je suis dans une relation, enfin voilà, mon premier amour, mais qui est, très compliqué à gérer. On parle toujours de relations toxiques et de pervers narcissiques, mais malheureusement, je pense que j'ai pas pu faire l'impasse donc voilà, relation difficile et je reviens donc sur le sujet de l'Australie. On est en 2000 fin 2014 et je commence à regarder un peu comment faire pour partir. Et là, du coup, je me dis: «Allez, je pense que c'est le bon moment». J'ai fini mes études, donc j'avais un bac +3. J'avais pas spécialement envie de faire de master et donc je me penche sur le sujet. Je travaille aussi pour mettre de l'argent de côté. J'avais même un CDI, d'ailleurs et je décide de rompre le CDI, de partir donc en Australie en 2015, septembre 2015, mon premier voyage et j'y suis restée 10 mois. Et donc, tu étais partie en PVT. En PVT, le fameux Working Holiday Visa. Donc, après ça, tu vis un retour en France. Je vis un retour en France, donc je quitte l'Australie en juillet 2016. Exactement, ouais, juillet 2016. Retour en France qui n'est pas préparé parce que en fait, je retourne chez mes parents donc bon, bah, je me dis que je vais revivre ma petite vie d'avant en fait, parce que, c'était, très belle histoire parce que j'ai adoré cette première année en Australie. Mais voilà, je le vis, je me dis: «Bon, ça va être difficile, ça va être triste, mais ça va bien se passer quoi, je vais me réadapter». Bah, pas du tout. Ça a été, de mes 2 retours puisqu'on en reviendra, je suis retournée en Australie, mais ça a été un retour, très compliqué. Franchement, je pensais pas du tout qu'on pouvait vivre ça. Je pensais pas du tout donc à cet âge-là, je me souviens plus, je crois que j'avais 22 ou 23 ans. Je pensais pas qu'à 23 ans, on pouvait, se sentir aussi mal dans sa peau, aussi mal dans sa vie. Donc je retourne chez mes parents, je cherche un emploi, mais en fait, le problème, c'est que je sais pas ce vers quoi j'ai envie de me tourner. Tu vois? J'ai fait un BTS NRC, négociation relation client. J'ai fait un bac pro en gestion des PME-PMI avec un focus, entrepreneuriat, gestion, reprise, création, transmission d'entreprise. Donc tu sais, des trucs un peu, voilà, pas basiques, mais tout et rien, quoi. Tu vois? J'ai pas un métier précis, je suis pas coiffeuse, j'ai pas de spécialité, donc je sais pas trop quoi rechercher comme emploi et je reviens de l'Australie où j'ai fait, des jobs de, serveuse, de jeune fille au pair, un peu d'événementiel, où j'ai appris l'anglais. Donc à ce moment-là, j'étais pas encore bilingue. Enfin, je dirais pas que je suis bilingue aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai un très bon niveau. Mais j'avais pas le même niveau qu'aujourd'hui, mais je savais que, l'Australie m'avait quand même vachement servi. Donc je rentre, je cherche un peu tout et n'importe quoi comme job, mais vraiment tout et n'importe quoi. Je postule, enfin bref. Je cherche tout et n'importe quoi et là, je me dis: «Bah, je suis complètement perdue, en fait». Je me rends compte que je suis perdue, et donc je suis finalement prise en tant qu'assistante, commerciale au sein de la, centrale d'achat de Auchan. Je suis à Villeneuve-d'Ascq dans le nord de la France. Mes parents donc, sont sur Dunkerque, donc du coup, au début, je fais la route, mais 1h20 aller, 1h20 retour, ça commence à faire long, tous les jours avec les bouchons, donc je me dis: «Je vais peut-être prendre mon indépendance». J'ai vécu en Australie en coloc, donc j'ai déjà vécu cette, aventure de vivre loin des parents, donc je vais prendre mon appart et donc je trouve un appart. J'ai mon CDD, c'était un CDD de 6 mois renouvelable une fois, ouais, c'est ça et j'ai un appart où je vis seule et en fait là, ça a été, je crois, encore pire parce que, tu sais, en fait, livrée à moi-même, j'allais au travail le matin, donc je crois que je faisais 8h30, 17h30 et en fait, je rentrais chez moi, déjà, je prenais bien 45 minutes pour rentrer chez moi. Je faisais à manger, je prenais ma douche et puis, en fait, il était déjà l'heure de dormir, donc j'allais même plus au sport. Enfin, je faisais que travailler et dormir et manger, en fait, enfin, rien de spécial. Et là, ça a été dur. Je me suis dit: «Waouh, je reviens de l'Australie où tu te fais des potes, hyper facilement dans la rue, en auberge de jeunesse, en soirée, au travail et là tu rentres et en fait, bah, les gens qui travaillaient avec moi, ils avaient déjà bien 45-50 ans. Non, je me fais pas de potes au travail non plus et là c'est dur. Franchement, c'est dur. Je commence à au début, le week-end, je rentrais chez mes parents à Dunkerque et au bout d'un moment, je commence à même plus avoir envie de voir mes parents, en fait. J'avais plus le courage de rentrer à Dunkerque parce qu'en fait, je me disais que j'avais plus rien à dire. Enfin, ma vie était, ouais, elle tournait autour du travail. Bon, le travail, c'était cool au début, et puis au final, après, pareil, perte de sens. C'était un travail informatique, quoi. Enfin, j'avais pas de challenge et je me suis rendu compte que ça correspondait pas avec ce que j'étais, qui est normalement être une fille solaire. Je me reconnaissais pas. Clairement, j'avais crise d'identité, enfin même perte d'identité. Et là, je me dis, bon, bah, il faut que je me fasse aider. Et je prends la décision d'aller voir un médecin, qui du coup n'est pas mon médecin
de famille, hein, puisque le mien était sur Dunkerque et en fait, il m'a compris. Il m'a compris direct. Il m'a dit: «Tu vas peut-être pas le croire». Il m'a fait faire un test d'ailleurs, je sais pas où j'ai mis ce document, mais ça a été révélateur pour moi. Il m'a dit: «À l'issue des résultats, on va voir si tu es en burn-out» et donc à l'époque, il y avait pas encore, toutes ces c'était en 2016. Il y avait pas encore toutes ces nuances dans le burn-out, le bored out qui est, en fait, le fait de s'ennuyer et je pense que du coup, moi, c'était plus un burn out plutôt qu'un burn-out. Ouais, je pense que je m'ennuyais complètement dans ma vie. Je savais pas ce que je faisais même plus mes lessives, enfin c'était ouf quoi et ma mère quand elle s'est rendue compte que bon, premier week-end je rentre pas, deuxième week-end je rentre pas, troisième week-end je rentre pas, elle me dit: «Ouais, toi, il y a un problème» et là je dis: «Ouais, non, ça va pas du tout. Franchement, ça va pas du tout». Donc j'ai quand même, pris mon courage à 2 mains, je suis rentrée chez mes parents, je leur ai expliqué que j'allais pas bien, que j'avais été voir ce médecin qui m'avait dit que j'étais en, burn-out. Ma mère elle me dit: «Mais n'importe quoi, tu as 23 ans, on peut pas faire de burn-out à 23 ans, ressaisis-toi un peu, c'est bon, tu es toute molle». Enfin tu sais genre, en fait, elle comprenait pas, quoi. Elle me dit: «Mais tu as un travail, tu travailles pour le groupe Auchan, tu as une mutuelle de fou, tu as, des» tu vois? Genre, c'était un peu en mode start-up. On avait, c'est vrai, on avait une salle de pause, un peu à l'américaine. C'est vrai que la marque était cool. Enfin, voilà, tu gagnes bien ta vie, tu as un appart, tu vis à Lille, et cetera. Je comprends pas, tu vois? Tu as vécu en Australie, tu as vécu des trucs de fou, c'est bon, point, passe à autre chose, quoi. Je lui dis: «Mais non, mais j'arrive pas à passer à autre chose. Je sais pas comment t'expliquer, j'arrive pas». Je me permets de te couper, mais ça, c'est souvent, moi, j'avais un peu des retours comme ça de mes parents aussi, où tu sais, il faudrait qu'on se pas contente de ça, mais bah ça, c'est bien en fait. Que c'est bien d'avoir un travail, c'est bien de travailler pour Auchan ou pour une grosse marque, et puis d'avoir son appartement, et puis d'être à Lille. Et alors que nous, en fait, ce qu'on veut, c'est être épanoui. Et Exact peut-être que toute cette partie-là, c'est ce qui était important pour eux à l'époque, d'avoir un travail, mais toute cette partie épanouissement. Je pense que c'est quand même vraiment aussi lié à nos générations, à trouver du sens, etc. Donc c'est intéressant ce que tu partages. Ce que je vois aussi depuis que là, tu nous partages un peu ton retour d'expérience, c'est que finalement, tu as dû rentrer et qu'il y a la nécessité de tout recréer. Et notamment au début, tu dis cette histoire de, bah, en fait, moi, professionnellement, je sais même pas ce que je fais, je sais même pas ce que je peux faire. Donc il y a vraiment, je rentre de PVT, je rentre de l'étranger, et en fait, je dois tout recadrer entre guillemets, aussi bien le pro, le perso, parce que finalement, bah, je rentre chez mes parents, mais après, bah, je trouve une solution pour moi. En fait, il faut vraiment tout remettre en place. On est quand même sur un sacré contraste de je vis en Australie et je suis sans doute, bah, comme tu dis, la personne solaire que tu es, où je suis à l'extérieur, où on connaît l'Australie, où on sait qu'on est au soleil, on va à la mer, etc. On est vraiment dans l'ouverture aux autres parce que les Australiens sont très accessible, dans l'ouverture d'esprit, la communication, etc. À là, à une vie où finalement on est plutôt isolé de ce que tu dis. Carrément, isolé et puis, mine de rien, le temps quoi, le climat aussi qui pèse, beaucoup dans la balance parce que, beh, pour ceux qui ne le savent pas, il fait pas très beau, à Dunkerque, en tout cas pas souvent. Puis, bah, Lille, c'est pareil, hein, du coup, donc c'est vrai que, bah, tu te lèves, il pleut, il fait gris, tu vois tu pas de vitamine D, mine de rien, je pense que ça a aussi joué, sur mon moral, sur mon état d'esprit. Alors c'est vrai qu'en Australie, il fait pas tout le temps beau non plus, mais quand même un peu plus. Et donc du coup, ce médecin, qui est médecin généraliste, hein, qui est même pas psychologue d'ailleurs, me dit: «Mais pourquoi tu retournerais pas en Australie?» Je lui dis: «Parce que j'ai pas fait mes fermes, les fameux 88 jours dans une zone régionale, pour pouvoir renouveler son fameux PVT». Qui comprenait pas trop. Il me dit: «Beh, en touriste». Ah, je fais: «Ouais, en touriste, bah ouais, pourquoi pas». Il me dit: «J'ai l'impression que tu dois en fait retourner et fermer la page». Lui aussi, il me dit: «Il faut fermer la page», mais il me conseille quand même d'y retourner avec cet état d'esprit de se dire: «OK, j'y vais, mais voilà, là, je prends bien le temps de dire au revoir à tout le monde». Parce qu'en fait, quand je suis partie donc en juillet 2016, quand j'ai quitté l'Australie, je pensais tellement pas que ça allait être comme ça le retour, que j'étais partie plutôt sereinement quoi, tu vois? Et il me dit: «J'ai l'impression que tu as pas eu le temps de dire au revoir à ces endroits que tu as tant chéris». Et donc je lui dis: «OK, bah, ouais, pourquoi pas» et je me souviens d'ailleurs, donc j'étais à Auchan devant mon ordinateur et je faisais ma demande de visa touriste pendant mes horaires de travail. Bon, qui a pas pris trop longtemps, hein, ça va très vite à faire. Mais, et je l'ai eu direct. Genre, il a été accordé, direct mon visa et là, j'ai senti déjà une libération, tu vois? Genre, je me sentais quand même déjà un peu mieux. J'étais toujours pas très bien et mais je me sentais déjà un peu mieux de me dire: «OK, je vais y retourner». Tu vois? J'avais enfin un objectif dans ma vie. C'était de retourner. Peut-être du redonner du peps à l'intérieur de toi où tu te dis: Ouais, «OK, j'ai cliqué et ça y est, c'est bon». Wouh! exactement. Ouais, 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 exactement. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment de l'année tu étais rentrée? Parce que ça joue aussi, ça peut jouer en tout cas
le mois qu'on choisit pour le retour en France. Le climat joue beaucoup, etc. aussi, donc peut-être préciser. C'est juillet 2016. J'avais choisi le mois de juillet parce que je me suis dit, bah, ça va être l'été, ça va être les soirées, ça va être les potes. Bah, en fait, pas du tout. On a eu un été pourri. Pas du tout, en fait. Mes potes, bah, chacun a fait sa life. Il y a eu 10 mois qui se sont écoulés. Certaines se sont, alors pas mariées, mais ont eu un enfant. Enfin, en fait, non. Bon, déjà, je suis pas forcément quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'ai beaucoup de connaissances. Je suis très sociable. Mais c'est vrai que j'ai pas énormément d'amis. J'avais deux, trois copines. Voilà, ça aurait été sympa de les revoir. Mais bon, au final, elles n'ont pas forcément été très enchantées d'écouter mes retours d'expérience d'Australie et je me suis vite rendu compte. Et j'ai pas voulu les saouler plus que ça. Donc, on s'est vu une fois à mon retour et puis c'était. D'ailleurs, je me souviens même d'avoir essayé de rejoindre des groupes, de chercher des applications, pas de rencontres amoureuses, mais de rencontres amicales. J'ai essayé de rejoindre des groupes de nouveaux arrivants sur l'île, d'aller dans des soirées, etc. Mais franchement, ça prenait pas. Et je pense en fait que les gens le ressentent quand tu dégages une énergie qui n'est pas positive en fait. Même si tu essayes de le cacher, voilà, tu vas à des soirées pour rencontrer du monde, mais les gens, je pense, rendent compte que tu n'es pas épanoui à l'instant T dans ta vie. Et à mon avis, les énergies ne circulent pas aussi bien qu'elles le circuleraient aujourd'hui où je suis voilà, solaire, où j'ai enfin trouvé ma place et où je suis exactement là où je dois être. C'était juillet 2016, mais bon, au final, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Ouais, c'est intéressant parce que c'est quand même bien de le mentionner. Donc on est sur un premier retour qui est quand même assez mitigé et une grosse envie de repartir. Et donc à ce stade, j'imagine que se met en place toute une stratégie dans ta tête pour repartir en Australie, dans un premier temps en visa touriste, et puis peut-être mettre en place d'autres solutions pour rester peut-être plus longtemps. Je dis ça, je dis rien, et tu vas nous raconter tout ça. Je repars donc en novembre 2017. Exactement. Alors, c'est presque ça. Euh, Sincèrement, au début, pas de stratégie. Pas de stratégie. Je repars en visa touriste. D'ailleurs, je pars en fait avec mon père. Pour aller en Australie, tu es obligé de faire une escale. Donc, on fait une escale à Dubaï et je reste 5 jours à Dubaï avec mon père. Et lui reprend l'avion direction Paris et moi, je continue. Je fais Dubaï-Sydney et je lui dis bah, dans 3 mois parce que le visa touriste, c'est pour 3 mois. Donc, en fait, je lui fais une bise, mais voilà, on se voit bientôt, quoi, tu vois. Vraiment pas de stratégie. Je pensais que j'allais suivre les conseils de mon médecin et que j'allais dire au revoir à l'Australie. Juste, j'avais besoin d'un peu de vacances, de faire un petit break. Et donc j'arrive à Sydney en novembre 2017. Ouais, donc il commence à faire un peu près beau, hein. Il faut savoir qu'en Australie, les saisons sont inversées. Donc il commence à faire beau, les gens commencent à sortir. Et là, en fait, tout se passe trop bien. J'arrive à l'aéroport, donc je prends le train pour arriver du coup de l'aéroport au centre-ville. Je rentre dans le train, une personne me parle, donc voit que je suis avec mes grosses valises et tout, donc il me dit t'es backpacker. Je lui dis bah oui et non, je viens en touriste, j'ai déjà vécu ici. Et il me dit tu cherches un job, j'imagine. Bah non, en fait, je suis en visa touriste, donc j'ai pas le droit de travailler. Donc il me dit, ah, dommage et tout, parce qu'on recherche des serveuses et des hôtesses à mon restaurant, je suis propriétaire d'un restaurant, etc. Possible, c'est si facile que ça de trouver un travail. Genre, je te jure, je ne mens pas, je suis rentrée dans ce train, je viens d'arriver, je viens de me taper, je sais pas, 10 heures d'avion, là, de Dubaï, et on me propose un job. Je suis ok, bon bref, bah, je dis non quoi. Pris une auberge de jeunesse. Et dans mon auberge de jeunesse, je rencontre une jeune fille qui fait de l'événementiel, elle distribue des flyers. Et elle me dit que dans son entreprise, donc, ils recherchent des autres filles pour distribuer des flyers. Elle me dit, est-ce que ça t'intéresse? Je fais, bah non, bah non, je peux pas, quoi, j'ai envie d'un touriste. Et elle me dit, non, mais c'est au black et tout, pas déclaré. Ah, est-ce que je prends le risque? Bon, combien c'est? Je crois que c'était, franchement, ça devait être 35 $ de l'heure. Ah, ok, ouais. Bon, j'avoue, je prends le risque. J'espère que personne de l'immigration va écouter ce podcast. Je prends le risque, je distribue des flyers et en fait, du coup, je rencontre le patron, on fait d'autres soirées, il organisait des boat parties, tu sais, pour le Nouvel An, pour Noël, pour Halloween. Et donc là, j'avais un code promo, c'était le début de l'affiliation. En 2017, il n'y avait pas autant d'affiliation que ce qu'il y a maintenant. Donc moi, je commence à partager mon code promo sur Facebook. Et donc, dès que quelqu'un utilise mon code promo, je touche une commission. Et là, pour la boat party de Nouvel An, je gagne 1 000 $.
Tout le monde a utilisé mon code promo, je me fais 1000 $, incroyable. Je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Genre, tout se passait trop bien. Je trouve un appart facilement, pas trop cher, bien situé. I'm meant to be here. Tu vois, je suis faite pour être ici. Et là, je rencontre un gars qui est en deuxième working holiday. Donc, je lui dis, ah, t'as fait tes fermes et tout, t'as fait où tes fermes? Il me dit, non, j'ai pas fait mes fermes. Bon, comment ça, t'as pas fait tes fermes? Et donc, il me dit en fait qu'il a payé un monsieur qui lui a fait des fausses fiches de paie. Et à l'époque, c'était hyper répandu. Franchement, après, j'en ai rencontré peut-être 20 autres personnes qui sont passées par ce monsieur. Ils ont tous eu leur deuxième visa. Ils étaient tous là en Australie à kiffer, vivre leur best life sur un deuxième PVT. Et moi, je devais bientôt partir, quoi, parce que j'étais en visa touriste. Et donc, à l'époque, bah, je me suis dit, je vais tenter. Et donc, il m'a donné le contact de cette personne. Cette personne, en effet, a fait en sorte que j'ai mon deuxième PVT. Et donc, j'ai eu, en fait, un deuxième PVT. Donc, j'ai enchaîné finalement mon touriste visa et mon PVT. Donc, j'explique à mes parents que finalement, je ne vais pas rentrer maintenant, quoi. Que j'ai encore une année devant moi. Et donc, je fais mon année. Ça se passe trop bien. Franchement, tout se passe bien. Je travaille, j'améliore encore plus mon anglais. Je prends même des cours d'espagnol. Je rencontre quelqu'un. Je me mets en appartement avec lui. J'ai même la possibilité de travailler dans un bureau. J'ai l'impression d'un peu de step up dans ma carrière où j'ai commencé en tant que serveuse, à distribuer des flyers par-ci par-là. Et puis là, je peux enfin avoir un niveau d'anglais et des expériences, enfin une confiance qui me permet de travailler dans un bureau avec des Australiens. Et donc, je deviens agent d'éducation. Donc mon métier, c'était d'accueillir les Français qui viennent d'arriver en Australie et qui ont besoin bah voilà, d'une deuxième maman, entre guillemets, donc d'être rassurés. Donc j'organisais des job sessions tous les jeudis. Je faisais une petite réunion pour les aider à trouver du travail. Je les aidais à trouver un logement. Je les inscrivais dans des écoles d'anglais aussi pour les personnes qui souhaitaient prendre des cours d'anglais. Encore une fois, bonne étoile puisque j'ai TF1 qui me contacte sur Facebook et qui veut m'interviewer. Et donc, on se donne rendez-vous sur Sydney. On passe une journée ensemble, une journée où ils m'ont filmé. Et donc, j'ai un reportage. Je suis passée à grand reportage après le 13h de TF1. C'était en février 2019, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc, j'ai ce super souvenir où bah, TF1 m'interviewe et donc que j'ai pu garder d'ailleurs, qui est toujours disponible sur mon site internet. Cette année, en fait, en PVT se passe extrêmement bien, mais elle arrive à la fin. Et donc là, bah, je me dis, en fait, je suis carrément pas prête de quitter le territoire. Je veux pas. Donc, je me dis, bah, à ce moment-là, donc je travaille pour cette agence en tant qu'agent d'éducation. Donc, cette agence a plein de partenariats avec des écoles et des universités australiennes. Et donc, ils me proposent soit de me faire passer sur un visa étudiant, donc il fallait que je reprenne mes études, mais ils me finançaient les études. Donc, je me suis dit, c'est oui, pourquoi pas, une bonne option, bien que bon, j'avais pas forcément envie de retourner à l'école. Ou alors de me sponsoriser. Mais sponsoriser, ça veut dire en fait que tu dépends de cette entreprise. Je crois que c'était pendant 3 ans à l'époque. Moi, j'ai toujours cette peur de l'engagement. J'ai pas envie de dépendre de qui que ce soit. Et donc, j'ai préféré reprendre mes études. Et j'essaye de te la faire très courte. Je fais la demande de visa étudiant. Et là, patatras, le passé me rattrape. Et donc, je suis blacklistée. Je reçois un mail en fait du gouvernement qui me dit que bah, ils ont bien reçu ma demande de visa étudiant, mais que ils ont fait une petite enquête et ils se rendent compte que le fermier pour lequel j'avais prétendu avoir bossé lors de ma première année en PVT dit en fait ne pas me connaître, hein, ce qui est vrai. Et donc, du coup, ils me laissent quand même le bénéfice du doute. Ils me disent soit tu nous envoies toutes les fiches de paie tu as 28 jours, soit tu as 28 jours pour quitter le territoire. Et là, bah voilà, j'avais quand même mûri. Je me suis dit qu'il fallait que j'assume mes responsabilités. En fait, je suis quelqu'un qui croit beaucoup au destin aussi. Et je me suis dit que c'était le destin. Je me suis dit qu'il fallait pas forcer davantage, que j'avais quand même vécu là une année de fou. C'était incroyable tout ce que j'avais vécu. Il fallait s'avouer vaincu. Voilà. Et en fait, bon, ça a été très dur, hein. Franchement, ça a été très, très, très dur. Tu as 28 jours pour tout Ouais. quitter, quoi. J'avais mon job, j'avais commencé mes études, j'apprenais l'espagnol, j'avais mon copain, j'habitais avec lui, je gagnais très bien ma vie. Et là, en fait, il faut tout quitter. Donc j'ai fait un courrier en expliquant, en m'excusant, en disant qu'à l'époque, je revenais d'une période qui était très compliquée, où j'avais vraiment eu du mal avec le retour en France, où quand on m'a proposé en fait cette solution de rester une année supplémentaire, j'ai vu ça comme une incroyable révélation, que j'ai voulu saisir ma chance et que je m'excusais vraiment du fond du cœur. Et donc j'ai décidé donc de retirer
retirer ma demande de visa étudiant et de préparer mes affaires, pour quitter le territoire. Donc j'ai eu 28 jours pour quitter le territoire et je suis rentrée en France en mai 2019. Merci beaucoup pour ce témoignage transparent. Finalement, il y a quand même 2 retours en France qui se font. Donc il y en a un qui est assez, spontané en mode: «OK, bah, je rentre chez moi» et l'autre qui est quand même, un Et peu poussé dehors. ouais, poussé mais du coup prévu. Tu vois? Et en fait, contrairement à ce que j'aurais pu penser, eh bien, c'est celui où je suis partie sereinement qui a été le plus difficile et tandis que ce deuxième départ, donc du coup, retour en France, et bah, finalement, je l'ai pas si mal vécu que ça. Parce que encore une fois, je te dis, je crois au destin et je me suis dit: «OK, bah, c'est comme ça, en fait, c'est comme ça». Tu en as déjà vécu un qui a été très compliqué, fais en sorte de ne pas vivre le même. À l'époque, tu n'existais pas, Magali. Je pense que si tu avais existé, je t'aurais probablement, contactée pour avoir un accompagnement parce que c'est ce que je disais donc, au tout début où j'expliquais que quand je suis rentrée en France, je savais pas trop ce que je valais, en fait, finalement sur, bah, déjà en termes de personnes, mais aussi, au niveau professionnel et je pense que tu m'aurais aidé à y voir plus clair puisque, pour les personnes qui écouteront jusqu'à la fin ce podcast, il s'avère que j'ai fait appel récemment à Magali pour un accompagnement et bien que c'est un accompagnement encore différent de ce que tu fais pour les personnes qui rentrent en France, ça m'a énormément servi et tu as réussi à me faire cette introspection que je n'arrivais pas finalement à faire seule et je pense que ça m'aurait vraiment servi. Alors peut-être que finalement ça m'aurait pas servi tant que ça en 2016 parce que j'étais beaucoup plus jeune, j'avais beaucoup moins d'expérience, j'avais beaucoup moins de vécu, donc j'aurais pas su mettre les mots comme j'ai pu les mettre aujourd'hui, tu comprends? Je vois que tu acquiesces. Alors que là, donc là en 2019, bah, il y a quand même, 3 ans qui se sont écoulés, donc mine de rien, bah, j'ai quand même, mûri et je pense qu'en 2019, ton accompagnement m'aurait beaucoup plus servi qu'en 2016 et là, en 2024, il m'a encore plus servi qu'il m'aurait servi en 2019. Donc ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, ce deuxième retour en France, c'est un peu comme si tu avais eu ta deuxième chance en Australie, que tu avais vécu tout ce que tu voulais, pouvais, et que en fait, ça y est, c'était le moment, même si c'était un peu, OK, le destin, même si c'était un peu quand même, ça peut être un peu violent quand même. Ouais, c'est exactement ça. Franchement, cette deuxième année, je savais tellement pas à quoi m'attendre parce qu'à tout moment, pendant la deuxième année, ils auraient pu très bien me contacter aussi et s'en rendre compte et me virer. Même, je pense avoir été très chanceuse parce que parmi les 20 personnes que je connais et qui sont passées par ce gars, il y en a 3 qui ont été en prison. Ouais. Ouais, je te vois faire les gros yeux, mais oui, oui, j'aurais très bien pu aller dans cette prison. Alors c'est pas une prison, où tu te retrouves avec, des délinquants sexuels ou quoi que ce soit, c'est une prison, pour les, entre guillemets, «pour les immigrés», clandestins. Donc oui, on pourrait ne pas le croire comme ça, mais oui, ça aurait été possible. Bien évidemment, je ne le conseille à personne. On me contacte encore aujourd'hui et c'est pour ça que ma mère, elle me dit: «Mais pourquoi tu en parles? C'est la honte et tout». Je dis: «Franchement, oui, c'est la honte, clairement, mais je veux en parler parce que je veux aussi, alerter sur, bah, les risques, en fait». Parce qu'aujourd'hui, je suis encore là, je dois retourner pour des raisons professionnelles. J'ai pas expliqué du tout ce que je faisais aujourd'hui, mais j'y reviendrai. Je dois retourner en Australie donc en 2025, en mars et j'ai donc fait une demande de visa de touriste qui a d'abord été refusée. Alors que mon copain a fait sa demande et il a été accordé parce qu'il a jamais été en Australie. Il a été accordé en 30 secondes et moi, il a été refusé. J'ai dû refaire une deuxième demande où j'ai dû mettre, les fiches d'imposition, mes relevés bancaires, enfin bref, j'ai dû faire une demande, compliquée. Ça m'a pris toute une après-midi de monter ce dossier. Bon, finalement, il a été, accordé, donc je peux aller en Australie, mais je sais très bien qu'à l'aéroport, je vais me faire contrôler, quoi, tu vois? Je vais pas passer les douanes comme tout le monde, je vais passer 1 heure avec un officier, devoir me justifier, devoir montrer mes comptes, et cetera. Donc voilà, je parle de mon histoire aujourd'hui parce que ça fait partie de mon histoire. Voilà, je suis authentique et puis, bah, j'espère que les gens se rendront compte, par mon témoignage qu'il faut absolument pas faire ça, et surtout pas avec l'Australie d'ailleurs, parce que, ils rigolent pas, hein. Clairement, ils rigolent pas. Bah, en tout cas, merci pour cette, transparence. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est des sujets qui sont pas faciles, mais je pense que c'est important de voilà, toutes les questions d'immigration, faire attention, bah, de suivre les règles, en fait, de faire les démarches en respectant les lois, regarder bien les évolutions, parce qu'il y a des évolutions aussi, hein. Demander de l'aide aussi, quand il y a besoin pour faire ces démarches d'immigration, parce que
C'est pas toujours, le plus simple, surtout quand c'est dans une autre langue. Donc, en tout cas, merci pour ce rappel parce que je pense que c'est quand même important. Donc, pour revenir à ces fameux, retours en France, on a 2 retours en France. Donc une fois que tu as été un peu poussé dehors et que tu as, bah, mis en place ton deuxième retour en France pendant les 28 jours qui te restaient, est-ce que tu te souviens de comment tu te sens à ce moment-là et comment tu te prépares? Je me sens un peu perdue parce que en fait, j'ai la crainte de revivre la douleur que j'ai vécue lors de mon premier retour en France, que je ne souhaite à personne. C'était vraiment très dur, hein. C'est Je pense que tant que tu ne l'as pas vécu, tu peux pas comprendre à quel point c'est difficile d'être dans cette situation-là et surtout quand tu es si jeune, en fait, tu te dis: «Mais c'est pas possible, je peux pas, j'ai eu de la chance de partir, c'est pas possible, quoi, il faut être reconnaissant dans la vie» et donc j'ai peur, en fait, de revivre ce que j'ai vécu et à la fois, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Donc voilà, ça se balance en fait un peu dans mon cœur et je me dis: «Bon, bah, cette fois-ci, on va la jouer différemment». Tu as enfin un métier qui est agent d'éducation. Ce métier-là, en fait, moi, j'ai toujours eu cet esprit, entrepreneuriat. Toujours voulu j'ai déjà tenté quelques petits business, bon, qui n'ont pas forcément fonctionné, mais j'ai toujours voulu tenter des choses et là, je me dis: «Mais en fait, pourquoi est-ce que tu le ferais pas à ton compte?» Tu vois? Conseiller des gens, sur les écoles d'anglais. Tu sais le faire en fait tu sais le faire, donc pourquoi tu te mettrais pas à ton compte? Donc au début, l'entreprise, pour laquelle je travaille à Sydney me propose de me garder en tant que consultante à distance. Finalement, avec le décalage horaire, on se rend compte que c'est pas ouf et il s'avère qu'ils ont une antenne à Toulouse. Donc ils me disent: «Est-ce que tu as envie de déménager sur Toulouse et puis de travailler en fait pour Toulouse?» Bon, je me dis: «Pourquoi pas?» Ouais, pour éviter, de rentrer chez mes parents, ouais, ça peut peut-être me permettre de voilà, de garder cette dynamique et puis, de déménager donc je me dis: «Ouais». Je fais l'entretien. Finalement, le manager de Toulouse, bah, ça matche pas avec lui et je me dis: «Non, c'est pas possible». Donc bah, la décision, ça a été de lancer, mon entreprise donc en octobre 2019, donc je suis rentrée en mai. J'ai officiellement lancé l'entreprise Manaustralia en octobre 2019. Je l'ai pas lancée n'importe comment. J'ai choisi d'être accompagnée donc par une structure, qui est donc dans le nord, parce que du coup, je suis rentrée chez mes parents encore cette fois-ci et j'ai été accompagnée par une structure qui s'appelle BGE, Flandre Création, qui m'a permis de suivre une formation et qui m'a vraiment servi parce que du coup, ça m'a permis de structurer le business model, les offres, et puis, toute la partie légale et juridique et comptable et donc j'ai lancé mon agence, en octobre 2019 donc là, j'ai fêté. On est le 22 octobre aujourd'hui, jour où on enregistre le podcast et il y a 4 jours donc j'ai fêté les 5 ans de l'entreprise. Merci. Félicitations! Merci beaucoup. Donc, on rentre en France et on a rapidement ce projet de création d'entreprise. Et donc, on fait quand même, pour faire un petit parallèle avec le premier retour, où on se cherche, là, on rentre, bah, le projet est plus ou moins défini, se clarifie assez rapidement, on sait ce qu'on veut faire professionnellement. Et je le dis toujours, mais je le répète encore, la partie professionnelle, elle va quand même permettre de organiser le retour. Enfin, quand je dis organiser le retour, c'est plutôt structurer le quotidien au retour. Ça veut dire que toi, si tu as un projet, bah, tu sais que tes démarches, elles vont aller dans ce sens de ce projet. Et ça a été exactement comme ça pour moi quand je suis rentrée à mon troisième retour, parce que moi j'ai créé l'entreprise à ce moment-là et en fait j'avais que ça en tête et ça c'était mon objectif et on y va. Du coup, ben, je pense que pour toi, tu étais dans la même optique en mode ok, j'ai des objectifs, je mets en place, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai envie de créer et ça donne une impulsion. Exactement. Alors c'est vrai que du coup, j'ai gardé cet objectif. C'était ça avant tout, c'est-à-dire avant même, de revoir, des copines, avant même de me mettre en couple, de chercher à faire des rencontres, c'était, l'entreprise. Ça a été ma priorité numéro 1 et j'ai bien fait parce que du coup, j'ai réussi en fait à garder cette dynamique puisque le métier, je le faisais déjà en Australie, donc j'ai des étudiants qui me recommandaient à leurs amis et donc, je voulais pas perdre ce truc quoi, parce que ils me recommandaient moi, ils recommandaient pas forcément l'agence, donc ils me mettaient en contact avec leurs potes sur Insta, sur Facebook, peu importe. Et du coup, bah, j'avais des demandes en fait, de personnes, qui me disaient: «Bah, voilà, je vais partir en Australie, j'ai envie de prendre des cours d'anglais» ou alors: «Je suis en Australie, je me rends compte que je m'en sors pas, est-ce que tu peux m'aider à m'inscrire dans une école d'anglais?» Et donc du coup, de mai à octobre, bah, je devais leur dire non puisque j'avais pas d'entreprise qui avait été créée. Donc soit je leur disais non, soit je les envoyais chez mon ancienne agence. Et c'est ce que je faisais d'ailleurs, je les envoyais chez mon ancienne agence et du coup, bah, je voulais vite, vite, vite créer et donc en octobre, bah, j'ai tout de suite eu des clients et je pense que ça m'a aidée aussi de me dire: «Bon, bah, c'est un business qui est rentable, qui est viable, qui suscite de l'intérêt».
Et donc du coup, bah, ça s'est fait naturellement. J'ai tout de suite gagné de l'argent, tout de suite fait du chiffre d'affaires. Dégager un salaire, ça n'a pas été le cas tout de suite, mais en tout cas, j'ai déjà eu des rentrées d'argent, donc du chiffre d'affaires et ça m'a aidé aussi à créer de la trésorerie, investir un petit peu dans le marketing et malheureusement, il y a eu le covid peu de temps après. Donc moi, j'ai créé en octobre 2019 et je crois que l'Australie a fermé ses frontières en mars 2020. Donc là, il y a eu que 6 mois finalement d'entreprise, de viabilité du projet. Et là, bah, je me suis dit: «Je fais quoi? J'arrête tout ou bien je continue?» J'avais de la chance d'être, chez mes parents à ce moment-là, donc j'avais pas forcément le souci de loyer à payer. Donc ça aussi, ça a été, bon, j'aime mes parents, donc en soi, c'est pas non plus, une contrainte, mais j'ai fait le choix de rester chez mes parents et j'ai bien fait et du coup, j'ai choisi même d'embaucher, des alternants. Du coup, le gouvernement français avait mis en place des aides à l'embauche, d'alternants et donc j'ai pris 3 alternants, sur 2020-2022 qui m'ont été d'une grande aide. Aussi bien moi, je leur apportais les clés, et toutes les compétences, nécessaires, mais eux m'apportaient beaucoup. Ils m'ont aidé à structurer le business, ils m'ont aidé à croire davantage au business et c'est sûr que quand tu as une équipe, bah, en fait, tu peux pas baisser les bras. Tu peux moins baisser les bras, en tout cas. Tu dois les porter, tu dois les motiver, même si toi, des fois, tu as des jours où c'est un peu plus difficile. Et j'ai adoré cette expérience de management. Et donc, bah, le business, finalement, a continué et puis, bah, continue encore, aujourd'hui et ça reste toujours, ma priorité numéro 1. Alors oui, il y a des périodes où c'est plus compliqué que d'autres. Il y a des périodes où j'y crois moins, ou quand tu enchaînes des galères, bah, là, par exemple, ce matin, je me suis réveillée et j'ai une étudiante, bon, qui a été placée dans une famille où, elle avait dit qu'elle était végétarienne et en fait, ils lui cuisinent de la viande. Donc, quand tu as ce problème-là, puis après tu en as un autre, tu as l'impression que c'est un cercle vicieux où tu arrives pas à t'en sortir. Puis après, une fois qu'il y a un problème qui se solutionne, bah, tu as le deuxième qui se solutionne et tu as le troisième et tu te dis: «Ah putain, mais j'aime vraiment trop ce que je fais quand même, hein». Et là, aujourd'hui, j'en suis là. J'aime vraiment trop ce que je fais. Pour l'instant, ça continue et ça continue bien. Pleinement épanouie. Je voulais aussi expliquer que j'ai déménagé, j'ai quitté finalement mes parents. L'année dernière, j'ai rencontré quelqu'un et donc je suis maintenant du côté de Aix-en-Provence. Merci, félicitations pour ça. On reviendra à ce sujet, mais j'ai une question avant ça. Donc, on a compris que le premier retour en France, c'est surtout la partie psychologique et émotionnelle qui a été très difficile. Comment tu gères cette partie-là à ton deuxième retour? Sincèrement, j'ai plus trop de souvenirs par rapport au côté psychologique et émotionnel. Donc c'est que je l'ai plutôt bien géré finalement. Mais je pense que c'est grâce à cet objectif en fait. Je me reposais pas sur mes acquis. J'étais en formation. Donc du coup, ça me faisait sortir de chez moi, ça me faisait rencontrer d'autres entrepreneurs. Ouais, franchement, j'ai pas de souvenirs. En tout cas, le deuxième retour, je l'ai beaucoup moins mal vécu. En tout cas, beaucoup mieux vécu plutôt. Ouais, beaucoup mieux vécu que le premier retour. J'ai pas tellement de souvenirs de cet aspect, psychologique, émotionnel. Est-ce que au retour 1 ou au retour 2, tu fais face à des démarches logistiques un peu chiantes ou un peu longues, les démarches administratives, ou pas trop, ça roule et puis... Non, tout se passe bien. La seule, inconvénient, mais le seul truc que j'ai vécu, c'est qu'un beau jour, je suis débitée d'un montant de 700 € des impôts. Je comprends pas pourquoi. Impossible de les joindre, c'était une galère et au final, c'est parce que j'avais pas fait suivre mon courrier. Donc c'était la taxe, je ne sais plus bon bref, une taxe de quand j'habitais à Lille, donc à mon premier retour. J'avais pas fait suivre le courrier, donc ça aurait dû être envoyé chez mes parents. Ça n'a pas été envoyé et donc les impôts m'ont débité, de mon compte bancaire. Ça a été une surprise parce que du coup, j'avais pas prévu j'avais pas prévu d'avoir un trou comme ça de 700 €. Surtout quand tu crées l'entreprise, tu en as besoin quoi, tu vois? Donc j'avais pas non plus heureusement, je travaille de la maison, donc j'ai pas des grosses dépenses, mais bon, voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais pu éviter. Donc maintenant je sais que quand je déménage, il faut que je fasse suivre mon courrier. Mais sinon, non, écoute, j'ai pas été radiée de la sécurité sociale. Je suis retournée chez mes parents, donc j'ai pas eu de difficultés non plus à ce niveau-là. Finalement, ce deuxième retour en France, il est quand même drivé par ce projet d'entrepreneuriat qui te permet de structurer ton quotidien, d'avoir des objectifs, de te créer un nouveau réseau aussi par rapport à ce projet-là. Ça se fait assez naturellement, hein. Ça a été mon cas aussi quand je suis rentrée et quand j'ai créé l'entreprise. Et donc, à un moment donné, tu décides de changer de région. Comment se passe ce changement de région? Parce que on est sur un processus qui est assez similaire du retour en France, c'est juste que l'échelle elle est un peu différente. Est-ce qu'il y a des choses que tu vis dans ce changement de région qui sont similaires à ce que tu as vécu dans tes retours en France ou pas vraiment? Alors au début, j'avais prévu de partir, quoi qu'il en soit, en octobre 2023, c'était la deadline, tu vois? Ça faisait, donc j'ai créé en octobre 2019.
Je m'étais dit octobre 2023, bon, le business est stabilisé. J'avais plus d'alternants à ce moment-là, donc j'avais pas de contraintes de management d'équipe ou de bureau à louer ou quoi que ce soit. Donc c'était la deadline. J'étais plutôt partie du côté de Montpellier où je me disais c'était une ville enfin c'est une ville étudiante, ça a l'air dynamique. J'avais visité la ville, je m'étais bien plu. Donc j'étais partie là-dessus et finalement, comme je te disais, je crois beaucoup au destin et il s'avère qu'un de mes partenaires, m'avait invité à un apéro autour de l'Australie et donc j'avais dû, monter sur scène pour témoigner de mon aventure et dans le public se trouvait, un jeune garçon. Cet apéro, c'était à Marseille, en sachant que j'étais encore à Dunkerque à ce moment-là donc mais c'est un partenaire qui me soutient depuis le début donc j'avais aussi envie de les soutenir et donc bah, j'avais pris la décision de me rendre à Marseille donc en juin 2023 et donc en fait, je parle avec un gars qui était dans le public qui, lui revenait ouais, le midi même, il revenait de vacances et il était super fatigué. Il avait pas du tout eu envie de venir à cet apéro, mais pareil, le destin fait que sa mère, elle lui a dit: «Mais si, tu vas rencontrer des jeunes» et cetera et du coup, il était venu quand même et au final, on s'est super bien entendus et donc on s'est mis ensemble, à distance au début et finalement, bah, il m'a dit: «Mais plutôt que d'aller à Montpellier, est-ce que tu viendrais pas par chez moi, du côté d'Aix-en-Provence?» Ouais, je dis: «Bah, écoute, pourquoi pas? On va tester» et voilà, le destin fait bien les choses puisque, bah, on est ensemble, du coup, depuis, plus d'1 an. Au niveau du départ, je pense que ça a été stressant parce que c'est fois que j'habitais avec un garçon, mais bon, en termes administratifs, c'est assez facile puisque je me suis laissée porter. Il habite ici déjà, donc en fait, je viens chez lui. J'ai pas trop à me soucier de la partie administrative. Mais bon, c'est sûr que ça change de vivre avec ses parents et ça change du nord de la France. Mais encore une fois, je regrette, rien et j'ai l'impression d'être, exactement là où je dois être à l'instant T. Peut-être que dans un an, si on refait un podcast, bah, ce sera plus le cas. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression d'être bien dans mes baskets. Une sensation, un feeling qui Ouais. est tellement, agréable quand on ressent ça. Quand on ressent ça et qu'on arrive à le vivre et que oh là là, c'est trop bien, félicitations, c'est chouette de voir, bah, l'évolution entre ces différents déjà, les 2 retours en France et ensuite ce changement de vie qui est quand même pas rien, même si toi tu dis: «Bon, ben, sur le papier, il y a pas grand chose à gérer». C'est quand même un nouveau territoire, un territoire que tu connais pas, c'est pas Mmh. chez toi, tu as pas grandi ici, tu vois? Mmh. Mais peut-être qu'avec ces 2 retours que tu as vécus avant, justement cette installation-là, elle est un peu fluide parce que tu as fait face à des changements, qui aujourd'hui t'apportent cette, facilité, je dirais et puis cette sérénité dans un changement qui est quand même assez grand. Et encore une fois, j'ai l'impression d'être, comme je te dis, à là où je dois être parce que c'est incroyable. On va se promener à Aix-en-Provence. Je crois la première semaine où j'arrive, donc l'année dernière, en octobre 2023, je passe, enfin sur un passage piéton et la personne qui traverse en face de moi, je la connais. Je me dis: «Mais c'est pas possible, je la connais» et elle me dit: «Manon?» Je fais: «Bah ouais», mais je me souvenais plus de son prénom et je dis: «Bah ouais», je dis: «On se connaît, non?» Elle me dit: «Mais oui, on a travaillé ensemble, à l'agence du coup qui est aujourd'hui concurrente à la mienne». Elle était stagiaire là-bas et en fait, elle habite, à Aix-en-Provence et je dis: «Mais c'est incroyable de te croiser là». Donc déjà ça et puis ensuite, je vais dans une petite boutique dans un bled, mais franchement paumé, hein, tu pas possible, un truc, pour acheter du shampoing. Je rentre et là, un gars, il me dit: «Vous êtes Manon de Man Australia?» Je fais: «Oui, oui, c'est moi». Il me dit: «Bah, je suis, je ne sais plus, David», bon bref, il me dit: «Mais je t'ai envoyé un message il y a pas longtemps sur Instagram parce que j'habite en Australie, et je veux passer sur un visa étudiant et du coup, je t'avais demandé si tu pouvais me proposer des écoles et tout ça». Mais c'est trop marrant, quoi. Je me dis: «Mais en fait, je connais plus de monde ici», enfin je crois et encore, j'en ai encore 4 ou 5 à te raconter, mais bon, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais tu vois, genre, j'ai l'impression de ouais, c'est le destin. Je suis, là où il faut être, quoi. C'est ouf. Donc aujourd'hui, tu as la chance d'être en France, d'être épanouie et de continuer à garder un lien avec ton pays d'accueil qui est trop bien. Ça, c'est quand même important et je le mentionne parce que très souvent, en fait, on se demande, ben, j'adore mon pays d'accueil, j'ai envie de rentrer, mais comment je vais faire pour maintenir le lien? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Donc toi, c'est via le travail que tu as gardé ce lien où en fait tu accompagnes donc des personnes qui ont des projets de partir en Australie et donc tu leur proposes des solutions de visa ou des solutions en tout cas pour faciliter leur arrivée, leur installation. Et puis au-delà de ça, bah, tu témoignes aussi de toi, tes expériences, de comment ça s'est passé pour toi, ton réseau, etc. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? 2 choses, je j'ai un peu une relation de amour et haine avec mon pays, avec la France. Tout depuis, quelques mois en fait. Bah, voilà, on a eu cette période d'inflation, où là, ils parlent de mettre une taxe sur les animaux, où, les cotisations pour les entrepreneurs vont augmenter, où je paye des impôts alors que je gagne pas non plus, des impôts de fou, alors que je gagne pas des milliers et des cents, où j'ai envie d'investir dans l'immobilier, mais si j'investis, bah, je vais payer encore
plus d'impôts. Et du coup, j'ai l'impression qu'en France, ils n'ont pas envie qu'on fasse de l'argent. Soit il faut être très riche, soit au final, il faut être très pauvre ou en tout cas pas trop riche pour avoir des aides. Et moi, je suis ni l'un ni l'autre. Et au final, je me fais taxer de partout. Et là, ça commence à me saouler. Donc du coup, je me suis fixée encore 2 ans en France. Si je trouve, alors je pense pas pouvoir repartir vivre en Australie, déjà pour les raisons de visa dont j'ai parlé, et parce que j'ai mon petit chien qui ne peut pas prendre l'avion. Pour l'instant, c'est pas le projet, mais je suis à la recherche d'un autre pays d'accueil. J'ai eu un gros coup de cœur pour la Pologne. Je suis partie en vacances, là, le mois dernier en Pologne. Alors franchement, moi, la Pologne, c'est pas du tout dans moi c'est pas du tout l'Europe de l'Est, c'était absolument pas une option. J'adore l'Asie, mais alors l'Europe de l'Est, ça me chauffait pas. Et au final, mon copain, donc lui, a voyagé dans toute l'Europe de l'Est et il arrêtait pas de m'en parler et je me suis dit: «Bon, écoute, on va tester» et au final, gros coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur pour Cracovie. Même sensation qu'à Sydney, où j'étais là en pleine conscience. Waouh! Ah ouais, ah ouais, c'est trop bien. Ah ouais, je suis là, je me sentais bien et donc je me dis: «Je peux considérer un départ potentiellement pour la Pologne». Pas maintenant, parce que bon, voilà, ça fait qu'1 an que je suis ici, on a quand même investi un peu fait des travaux dans la maison et cetera, donc faut en profiter. Mais voilà, j'aime la France, mais en même temps, je la déteste et je pense pas rester, finir mes jours ici, premièrement. Et ensuite, pour rebondir sur, comment j'ai fait pour garder du lien avec mon pays d'accueil, pardon, donc l'Australie, en effet, via le travail. Et là aussi, je suis consciente qu'un jour, je vais avoir envie peut-être d'arrêter. Je pense, clairement pas faire ça toute ma vie. Mais pour l'instant, je suis bien. Voilà, je suis bien et comme je te disais et comme je le répète, je crois fortement au destin. Donc si un jour, bah, j'ai une proposition pour, racheter, la boîte ou racheter, la base de données, clients, enfin bref, peu importe, je sais que je le considérerai. Même si je suis très bien et que j'adore ce que je fais, je crois au destin et donc je pense pouvoir considérer. Rien n'est fermé, rien n'est acquis, je me laisse porter et puis je crois beaucoup, j'ai envie de faire confiance en mon intuition. Je trouve que c'est quand même, une clé, c'est un atout de sentir les choses et donc voilà. Je suis très le mot de la fin, je dirais que c'est, je suis très bien où je suis aujourd'hui, mais rien n'est figé. Qu'est-ce qui te manque de plus de l'Australie? Alors ce qui me manque le plus, je pense que c'est la sécurité. J'avais pas conscience de ça quand j'habitais à Dunkerque. Si j'habitais encore à Dunkerque et que tu me poses la question, je t'aurais peut-être pas dit ça. Mais là maintenant, du côté de Marseille, c'est vrai que je suis un peu moins sereine, je fais plus les mêmes promenades, aussi tard avec mon chien qu'avant. Donc, là, avec l'Australie, ce qui me manque le plus, c'est la sécurité, c'est pouvoir, sortir à n'importe quelle heure, un peu comme je le veux. Bon, tu vois? De pouvoir marcher sans devoir me retourner, ça me manque beaucoup et puis, le contact avec les gens. Bien que je sois assez solitaire, ça me manque beaucoup de pouvoir, juste croiser en fait, j'aime pas entretenir des relations trop longues, mais j'adore discuter avec les gens, tu vois? En one shot, créer des conversations et puis après on se parle plus pendant 3 mois et puis on revient et on se reparle et tu vois? Ça j'adore et en Australie, bah, même quand le simple fait quand tu rentrais dans un magasin, que la personne elle te dit, «Hello, how was your day?» et que tu racontes ta journée alors que bah, tu la connais pas, et que tu écoutes sa journée et je trouvais ça ouf quoi, des petites conversations comme ça, du chit-chat, hein, mais j'adore ça et ici, si tu fais du chit-chat avec quelqu'un, il va te dire: «Qu'est-ce qu'elle veut elle? Pourquoi elle me raconte sa journée?» Ouais, on a moins ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est surtout ça. Après, il y a sûrement plein d'autres choses qui me manquent, mais qui me reviennent pas forcément en tête. Quelle est ta plus grande fierté par rapport à ton retour? Bah, je pense cette création d'entreprise, d'avoir réussi le projet. Au-delà de l'avoir réussi, c'est d'avoir pu le faire perdurer dans le temps, de continuer à le faire vivre en fait, tout simplement et de voir que ça a du sens et que ça sert surtout. Que voilà, c'est plus de 300 étudiants que j'ai accompagnés, c'est plus de 300 étudiants qui ont pris des cours d'anglais, c'est quand même ouf. Plus de 300 étudiants qui m'ont fait confiance, et à distance en plus. Enfin, je veux dire, des fois mon copain il me dit: «Mais attends, mais je comprends enfin c'est tu dois sûrement inspirer quelque chose pour que des gens à l'autre bout de la France te fassent des virements de 10 000 $ quoi. Enfin, tu peux très bien te barrer. Bon, bien évidemment, jamais de la vie, moi j'aime trop ce que je fais, mais ouais, c'est vrai, je me rends pas compte en fait que les gens me font confiance et ça, je suis, extrêmement reconnaissante. Quand tu retournes en Australie pour le travail ou pour les vacances, comment tu te sens? Ah, ça me fait une sensation, un truc comme ça dans le ventre là, comme un papillon, tu sais comme quand tu es amoureuse? Ça me fait un truc de fou dans mon ventre. C'est une sensation, trop bizarre et je pleure. Enfin, je pleure pas à chaudes larmes, mais tu sais, genre j'ai les yeux qui commencent à
Ouais, l'émotion qui monte et tout, j'ai les yeux tout rouges. Et là, j'y étais l'année dernière, donc aussi pour un séminaire du côté de Perth. Et quand j'ai commencé à entendre l'accent, parce qu'on a fait une escale à Singapour, donc du coup, à la porte d'embarquement, bah, c'était pratiquement que des Australiens qui rentraient en Australie. Et quand j'ai commencé à entendre l'accent, ça m'a fait un truc. Ouais, c'est trop bizarre. C'est trop bien. Ouais, moi, rien que je vois des vidéos de Sydney, je me sens transportée C'est par ça. cette ville. Et moi, je pense que quand j'y suis et quand j'y retourne, je suis plutôt très légère en fait, légère et à ma place. Même si je suis bien en France, je me sens vraiment légère et Ouais, je suis d'accord avec toi sur la légèreté. J'avais fait une story l'année dernière aussi, je me souviens, je l'avais même d'ailleurs, sauvegardée et je la regarde de temps en temps. En fait, on le voit sur mon visage. Tu sens en fait que j'ai un visage plus doux. Ici, à la maison, je suis, tu sais, bah, rigoureuse comme ils disent, sévère, donc je suis, tu sais, je suis concentrée et tout. Je suis comme ça, on voit les petites rides là du comment on appelle ça là? Les rides du lion. Tu sais, je suis concentrée et tout, je suis toujours crispée, il faut que ça se passe bien et cetera. Et quand je suis là-bas, c'est fluide, je suis apaisée, j'ai l'impression d'avoir un poids en moins sur les épaules, alors que bah, je gère toujours l'entreprise, mais c'est pas pareil. C'est une énergie. Je crois vraiment à cette énergie qui circule dans ton corps, et c'est une énergie qui match beaucoup plus avec moi. donc la question qu'on m'a posée en story sur Instagram, c'était est-ce que tu connais vraiment des gens, Magali, qui rentrent en France après l'Australie et qui sont heureux? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ah ouais, bah écoutez, j'en suis la preuve vivante. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez discuter avec moi plus profondément sur le sujet. Moi, ça me ferait un grand plaisir. Oui, c'est possible, à condition d'avoir un objectif. Je pense que c'est vraiment ça, en fait. Il faut avoir un... Peu importe ce qu'il est. Si c'est de rentrer et d'avoir, je sais pas, tu as envie d'habiter à Paris, par exemple, bah fais en sorte d'habiter à Paris, de bien vivre. Fais en sorte de trouver l'endroit, l'appartement où bah, ça va matcher avec ton énergie, avec l'énergie que tu as aujourd'hui et avec la personne que tu es devenue aujourd'hui. Tu vois, peut-être à l'époque, moi j'adorais les buildings, les grandes villes, etc. Au final, maintenant que j'ai mon petit chien et que je travaille à mon compte, j'ai besoin de plus de calme, de sérénité. Donc, bah, je ne chercherai pas le même logement au même endroit. Donc, l'objectif pour moi, il est primordial pour bien vivre le retour en France. Mais c'est possible. Merci. En tout cas, nous toutes les deux, on est en train de témoigner et ça s'est passé très bien pour toutes les deux parce qu'on s'est préparé aussi, parce qu'on avait ces objectifs-là. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez qu'on voilà, qu'on témoigne davantage. En tout cas, merci beaucoup Manon pour ton temps, merci pour tout ce que tu as bien voulu nous partager. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter ou est-ce qu'on a fait le tour? Je pense vraiment qu'on a fait le tour. Je suis contente d'avoir pu mettre des mots sur ce que je ressens. C'est toujours une thérapie quand je parle avec toi. Et je te remercie pour ça parce que tu es bienveillante, tu arrives à reformuler et je pense que toi aussi, tu es exactement à ta place de coach. Tu es faite pour ça. Et franchement, si tu avais existé avant, j'aurais probablement fait appel à tes services. C'est peut-être là où je veux en venir et terminer. C'est sur cet accompagnement que tu m'as fait. Là, ça fait déjà bientôt 6 mois, je crois. Mine de rien, ça passe extrêmement vite. Mais du coup, pour les personnes qui continuent à nous écouter, j'ai en effet fait appel à Magali il y a 6 mois parce que j'avais l'impression en fait que mon entreprise n'avait plus de sens, que j'étais un peu perdue, j'avais été aussi déçue professionnellement et donc j'avais besoin de faire un point, de mettre à plat et donc le bilan d'expatriation que Magali propose permet vraiment je pense qu'il faut avoir du temps parce que c'est un vrai travail, c'est pas juste des échanges en visio où on discute, il y a un vrai travail d'exercice derrière et qui est primordial, si ça n'avait pas été le cas, je pense que l'accompagnement ne m'aurait pas autant apporté. Et donc cet accompagnement, moi, aujourd'hui, me sert beaucoup parce que même si j'ai pas encore mis en place tout ce qu'on s'est dit et que ça se fera au fur et à mesure, eh bien, je viens de temps en temps piocher dans les ressources et je me dis ah oui, c'est vrai que elle m'avait dit que ça c'était ma qualité, peut-être que je pourrais faire ça comme ça, que ceci, tu vois. Et ça c'est pour moi c'est génial en fait d'avoir une personne tierce qui puisse poser un avis objectif sur ta situation, même si vous n'êtes pas trop dans la spiritualité ou dans le développement personnel, je trouve que il faut se connaître en fait. Il faut absolument se connaître pour pouvoir avancer et être épanoui. Je pense aujourd'hui me connaître, mais je sais que dans un an ou dans 2 ans, je me dirais, mais en fait, je me connaissais pas du tout en 2024. On grandit, on évolue avec tout ce qu'on vit et voilà. Merci à toi Magali pour ce temps.
Merci Manon. Juste pour clôturer, comme tu l'as dit, la connaissance de soi, c'est indispensable. C'est la clé d'une recherche d'emploi qui est réussie ou d'une création d'entreprise qui est réussie parce qu'on est acteur et parce qu'on est, nous, l'humain, au cœur de ce projet. Et plus on a une bonne connaissance de soi, plus on va pouvoir contribuer à la réussite de son projet. Donc, on passe souvent, enfin, la première étape, c'est la connaissance de soi, de par peut-être un bilan d'expatriation, un bilan de carrière, un bilan professionnel, un bilan personnel. C'est des choses qu'on met en place parfois avec certaines personnes que j'accompagne. Mais ça va vraiment contribuer à venir donner une impulsion dans une dynamique de recherche d'emploi ou de création d'entreprise. Comme l'a dit Manon, donc merci pour ton partage. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Je vous invite à regarder toutes les ressources qui sont mises à votre disposition en cas de retour en France. Vous avez un livret gratuit, vous avez un quiz pour ceux qui se posent la question de est-ce que j'y vais, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que j'attends. Vous avez aussi une newsletter que vous pouvez recevoir régulièrement pour avoir des informations, des événements, des codes promo. Donc tout est mis à votre disposition pour que vous puissiez réussir votre projet de retour. Et bien évidemment, je reste disponible si vous avez des questions ou si vous voulez prendre un premier rendez-vous gratuit pour qu'on puisse échanger de tout ça ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt et bonne journée. À bientôt. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!